J. Radio J. Le 10-11. Lise Goodman. Radio J. Voilà, et j'ai l'immense plaisir, ainsi que je vous l'annonçais précédemment, de recevoir dans le studio de Radio J, Gérald Garuti. Bonjour. Bonjour Lise. Alors, je vous reçois, Gérald, pour votre livre « Il faut voir comment on se parle », paru aux éditions Actes Sud. C'est le manifeste pour les arts de la parole et c'est dans le cadre du Centre des arts de la parole. Et oui, il faut voir comment on se parle. Alors, Gérald Garuti, vous êtes metteur en scène, dramaturge et écrivain, auteur de pièces, de récits et d'essais. Vous êtes aussi traducteur. Vous créez des spectacles à Londres et en France. Vous êtes normalien, agrégé, docteur. Vous enseignez à l'université de Cambridge, puis à Sciences Po, et vous avez fondé et dirigé le Centre des arts de la parole, dont ce livre est en effet un manifeste plus qu'emblématique. Pourquoi ce centre? Pourquoi ce livre, Gérald? Eh bien, ce livre, pour dire que aujourd'hui, la parole est dégradée. Oui. Dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois avec une inflation et donc une perte de valeur, et elle est dégradante très souvent, c'est-à-dire qu'elle dégrade très souvent la personne à qui elle est envoyée, et je ne dis pas adressée délibérément, elle est balancée en quelque sorte. Hein. On balance, c'est une conception, on dirait, balistique de la parole, hein, confond la parole avec le combat avec la destruction de l'autre, et véritablement, je trouve que cette dégradation affecte aussi ceux qui parlent. Il suffit de voir ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Par exemple, des porte-paroles, véritablement, ceux qui sont censés incarner la dignité nationale, la représentation nationale, et qui sont censés être littéralement des parlementaires, eh bien, on voit véritablement... Il y a le mot parle, hein, dans parlementaire. Il y a le mot parle, voilà. Donc, il faut en effet voir comment on se parle pour essayer de se parler mieux et autrement. Oui. Et c'est pas évident. Alors, ce n'est pas évident, et vous nous expliquez pourquoi, avec moult détails. Mais c'est pour toutes ces raisons que vous avez souhaité écrire ce livre? J'ai souhaité écrire ce livre parce pour que... rétablir la parole dans ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être? Je considère que cette dégradation de la parole implique une dégradation de l'humanité. Au sens fort du terme. Ah oui. Ben, pour moi, la parole est un fondement de l'humanité, de l'être humain, dans toutes ses dimensions. Des dimensions d'abord d'identité, de ce qu'il peut être, comment il peut se grandir, comment il peut se sublimer, et puis d'humanité au sens de collectivité, c'est-à-dire de société. S'il n'y a pas de parole collective, s'il n'y a pas de récit commun, s'il n'y a pas de dialogue ensemble, il n'y a pas de société possible. Donc, pour moi, il y a vraiment une urgence et une alarme. Et d'ailleurs, cette souffrance sur la parole, tout le monde, d'une manière ou d'une autre, l'exprime. Combien de gens disent on ne peut plus se parler, on ne s'écoute pas, on ne m'écoute pas, les mots n'ont plus de sens, les mots sont envoyés avec des fins de destruction. Donc, les mots comme des armes, c'est un peu ce qu'on ressent. Les mots comme des armes, exactement, c'est-à-dire la parole comme arme de destruction massive très souvent. Et moi, je pense qu'il faut que la parole soit un art de construction collective. Dans n'importe quelle langue? Dans n'importe quelle langue, bien évidemment. Parce que vous êtes bilingue, je crois, anglais-français. Oui, je travaille des deux côtés de la Manche, dans le monde de Shakespeare et le monde de Molière, parce que je considère que pouvoir se déplacer dans la langue ou dans les langues, et vous en savez quelque chose, Lise, avec le yiddish évidemment, et l'hébreu, c'est pouvoir prendre un autre point de vue sur la langue. Donc c'est une question non pas d'une langue particulière, mais d'un rapport à la parole que chacun peut avoir. Et chacun a en lui-même les moyens de déployer sa parole et donc de déployer toute son humanité. Oui, c'est si important. Alors, ce centre que vous avez créé, vous êtes un groupe, vous êtes seul, vous avez lancé l'impulsion? Alors, ce centre, on est évidemment un collectif, oui. Puisque je le conçois depuis maintenant environ 3 ans. Et j'ai réuni autour de moi notamment un conseil qui incarne différentes dimensions de la parole. Il y a par exemple Cynthia Fleury, la philosophe. Il y a par exemple le dramaturge Akimba. Il y a le rappeur Sofiane Zermani. Il y a par exemple aussi Laurence Angèle de la BNF, Elietta Bekassis, la romancière que nous aimons. Donc il y a des gens qui incarnent pour moi des dimensions de la parole à différents titres. Parce que pour moi, véritablement, la manière, la solution possible
pour arriver à dépasser cette dégradation de la parole, ce sont les 7 arts de la parole. Que sont les 7 arts de la parole? Je considère que ce sont des arts de la création, le théâtre, la parole qui s'incarne, le récit, la parole qui se raconte, la poésie, la parole qui s'invente. Ce sont des arts de la transmission fondamentale, la parole comme éloquence, la parole performante, la parole comme conférence, comme transmission et enseignement, et puis la parole comme interaction, le dialogue et le débat pour confronter et échanger la parole. Et on confond très souvent le dialogue et le débat. En fait, pour moi, les arts de la parole, et c'est une manière de vous répondre, ce n'est pas simplement l'éloquence, très souvent réduite à la performance. Alors vous en parlez beaucoup, oui. Voilà, ça n'est pas que l'éloquence. On a tendance à considérer que aujourd'hui, bien parler, c'est sortir des punchlines, lancer son trait, lancer son tweet, lancer son post, c'est envoyer, voilà, bien envoyer. Eh bien, je pense que la parole, ça n'est pas que ça du tout, que c'est d'abord une question de relation, une question d'interaction, d'où c'est cet art de la parole. Et donc, au centre des arts de la parole, il s'agit de déployer ces arts de la parole pour pouvoir faire en sorte qu'en général, on se parle de façon plus humaine et plus juste grâce aux arts. Oui. Alors, vous n'épargnez pas les réseaux sociaux, vous n'épargnez pas tout ce qui est tweet, Facebook, tous les SMS, etc., dans lesquels on se dit sans se dire et on ne se dit rien en fait. Et vous aimez l'oralité. Oui, parce que l'oralité, c'est la parole vivante, la parole vive, la parole incarnée. J'aime tout autant les textes, les grands textes. Je considère que l'un des problèmes de la parole aujourd'hui, ou plutôt des messages qui sont envoyés, ce qui n'est pas la même chose, ce sont des formes lapidaires. Lapidaire, vous savez, ça veut dire la pierre lapis. Hein. Bien sûr. Donc, c'est la pierre qu'on envoie, comme on caillasse littéralement, comme on balance. Donc, le problème des formes brèves comme les tweets et des messages, c'est que sous prétexte d'aller à l'essentiel, très souvent, encore une fois, on est dans un rapport d'envoyer une balle. Donc, je pense que la parole vivante, d'ailleurs, il suffit de voir les problèmes qui sont posés, par exemple, quand on envoie un mail et il manque un point d'exclamation. Ou pour ça qu'on a inventé les smileys, d'ailleurs, pour dire, voilà, en fait, tu vois, je plaisante. En fait, mon intention est celle-là. Et toutes ces formes-là ont à la fois la vivacité de l'oral et la fixité de l'écrit. Et c'est un problème, parce que on en arrive à des incompréhensions, à des malentendus, à des échanges qui partent en vrille très très vite. Mais oui. Alors qu'en décrochant son téléphone, en se parlant face à face, on peut littéralement démonter des problèmes qui après vont prendre 50 mails à résoudre. Surtout qu'avec un téléphone aujourd'hui, on peut se parler face à face. Pas seulement la voix, mais on se voit et vous avez raison. Est-ce que je peux lire un petit extrait? Bien sûr. Est-ce qu'il a fallu que je choisisse? J'ai tout lu. Voilà. Un fait humain total pour en finir avec la parole outil. La parole engage tout notre être, notre esprit, notre cœur, notre corps, notre âme, nos pulsions, nos émotions, notre volonté, notre raison. Elle est un fait humain total, l'expression d'une existence singulière. Elle fait résonner toute notre personne, elle vibre en l'autre tout entier. Mutiler la parole, c'est tronquer l'humanité avec un H majuscule. Dès qu'elle se voit mécaniquement débitée, restreinte à sa tranche superficielle, coupée de sa profondeur, rabattue sur son seul plan fonctionnel, détachée de sa portée, la parole se retrouve amputée de sa plus belle part. Voilà pourquoi l'éloquence ne suffit pas. Ça reprend un peu tout ce qu'on vient d'évoquer. Vous écrivez magnifiquement. C'est un livre qu'on a du plaisir à lire et vous avez un style pour parler de ce sujet très sérieux, presque poétique. Est-ce qu'on vous l'a dit? Oui, ça me fait grand plaisir de vous l'entendre dire parce que je pense qu'il est important quand on veut porter la parole et mettre la parole en avant, en relief, en valeur, d'essayer d'être à la hauteur. Donc je pense que c'est important que il y ait en fait de l'énergie et du désir. Et j'ai voulu donner cette énergie, cet élan, ce désir, ce que vous exprimez dans le texte. Alors, quand vous parlez justement de ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire de la rapidité imposée des messages qu'on s'envoie,
plutôt mal que bien. Vous dites la gratuité fallacieuse des offres pléthoriques. Si c'est gratuit, c'est moi le produit. L'avalanche de sollicitations, le bombardement de notifications, la saturation de stimuli. Rien qu'à lire ce que vous avez écrit, on est presque hors d'haleine et on le vit. L'interférence perpétuelle, l'interruption systématique, l'injonction de réponse instantanée à tout le temps. La multiplication des canaux, le zapping à l'extrême, le multitasking par défaut, la distraction imposée. C'est très fort, vous allez très loin. Oui, mais parce que cette avalanche que vous exprimez là, on la vit tous les jours. Oui. Le fait d'être constamment harcelé, sollicité, on vous envoie un mail, vous ne répondez pas, vous recevez le même mail forwardé, comme on dit, transmis une demi-heure plus tard avec des points d'exclamation, vous répondez pas, texto, t'as vu mon mail. Donc on est constamment avec ces injonctions et ces stimulations. Oui. Et c'est ce que j'ai aussi voulu exprimer dans le livre, il s'agit de respirer. Comment on peut respirer? Mais oui. Comment on peut faire silence? Comment on peut faire résonance? Comment on peut laisser place à l'écoute? Vous savez, cette prière fondamentale du judaïsme, le schéma, le premier mot, le premier mot de la prière, peut-être la plus importante, schéma, écoute. Écoute. Je pense qu'on a oublié l'écoute. Et c'est tellement important, l'écoute, dans la transmission, pour que la parole existe et résonne. Véritablement. Et c'est tout autant des arts de la parole que des arts de l'écoute, bien évidemment. Bien sûr. Et alors, qu'est-ce qu'on vous en a dit de ce livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, mais quand même, est-ce qu'on vous a dit des choses qui vous ont choqué ou qui vous ont fait plaisir autour de ce livre? Le livre est sorti il y a un mois, voilà. Janvier. Et ce qui est assez beau, c'est de voir que ça déclenche, en effet, et vous venez de l'exprimer, un certain enthousiasme de se dire que ce constat, cette souffrance que une immense majorité d'entre nous vivent, d'accord? Que la parole aujourd'hui, on sent qu'on est atteint, on se sent atteint quand on voit que la parole est dégradée à l'Assemblée nationale, dans la rue, dans les médias, quand on voit des députés se faire insulter dans des émissions, etc. On se sent personnellement atteint dans notre être. Donc, je pense que le fait d'avoir un sursaut, de dire une autre parole est possible, il existe des moyens de sublimer la parole, pour soi-même se grandir. C'est ça l'objectif, se grandir et pas se dégrader. Et c'est pour ça que l'accueil je pense, déclenche ce que vous venez d'exprimer, c'est-à-dire cette énergie, ce désir. Et j'ai eu des témoignages magnifiques, gens qui m'ont dit, mais tu m'as redonné espoir, vous m'avez redonné espoir. Mais oui, complètement. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, parce que en fait, il y a des choses personnellement que je fais spontanément. Par exemple, au bout de 3 messages, je propose à la personne qu'on se téléphone. C'est quand même plus sympa, plus chaleureux, et ça va plus vite que de passer son temps à écrire sur un petit boîtier. Finalement, la voix, c'est important. La voix, c'est important. Vous qui mettez des gens en scène et qui montez des spectacles. Oui, la présence. On est dans un monde de fantômes, dans un monde d'ectoplasme, dans un monde de simulacres. À qui on s'adresse? On s'adresse il n'y a pas de visage, il y a un alias, il y a un nom. Bon, en fait, en quelque sorte, la question, c'est bien celle de correspondre, la notion de correspondance. Quand on correspondait, on s'adresse à quelqu'un. Et la parole vivante, la parole incarnée, là, je vous regarde, vous me regardez, là, on se parle, on dialogue, on s'écoute, on est dans une vraie relation. Et ça, on sent tout de suite, en termes de qualité et d'enjeu humain, qu'il se passe autre chose. Autre chose que l'espèce d'avalanche qu'on doit subir de messages. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Malheureusement, il y a encore beaucoup de choses à dire. Il faut voir comment on se parle. Paru chez Actes Sud. Gérald Garuti, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et quand vous le souhaitez, dans le studio de Radio J pour qu'on se parle. Merci, au revoir. Avec joie, Alice. Merci pour ce dialogue.